Bonsoir, c'est une poussée de tension très brutale qui a lieu ce soir entre la Russie et l'Ukraine. Regardez les images, l'objet, c'est la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod. Moscou accuse Kiev d'avoir tenté de bombarder directement cette résidence. Le président Zelensky conteste absolument, il affirme que c'est une manipulation qui a pour but de frapper Kiev et son gouvernement. Et nous serons à Kiev dans quelques instants, nous serons en Ukraine aussi dans la région de Zaporijjia. Beaucoup d'Ukrainiens craignent une représailles imminentes. Nous suivons ces événements, ces développements, leur gravité. Dans tout cela, l'arbitrage de Donald Trump, on va l'entendre. Nous sommes avec le colonel Michel Goya, avec Sylvie Berman, et on parlera beaucoup de votre livre, L'ours et le dragon, chez Talandier, puisque la Chine est dans ce jeu mondial et a un rôle très important ce soir. Merci à Marc Semo, merci à Thomas Ernaud, vous êtes écrivain, spécialiste de défense et des relations internationales. Vous signez Napoléon Bonaparte ou Les Vertus aux éditions de la Cimar. Merci à Vera Grandseva et merci à Guillaume Roquette d'être là ce soir. Écoutez Trump qui réagit et qui dit sa colère. J'en ai entendu parler ce matin. Vous savez qui m'en a parlé ? Le président Poutine m'en a parlé tôt ce matin. Il m'a dit avoir été attaqué, ce n'est pas bon. Rappelez-vous, j'ai refusé de fournir les Tomahawks. Je ne voulais pas de ça. Ce n'est pas le bon moment pour en parler. Être offensif, c'est une chose. Mais c'est autre chose que d'attaquer sa maison. Ce n'est pas le moment pour faire quoi que ce soit. Et c'est de la bouche du président Poutine que j'en ai entendu parler. J'étais très en colère. Nous verrons ce qu'il en est. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'attaque, c'est possible. Mais le président Poutine m'a dit ce matin qu'il y en avait eu une. Voilà, Guillaume Roquette, quoi qu'il arrive, que ce soit vrai, faux, et on va voir dans quelques instants ce que dit le Kremlin, ce que dit Zelensky, c'est peut-être, en tout cas c'est un coup de théâtre énorme après ce qui s'est passé hier soir. Oui, c'est peut-être un tournant dans la gestion de cette crise et de ces discussions de paix qui n'en finissent pas. Il est plausible. Il est probable, j'allais dire, que cette pseudo-attaque ait été inventée par les Russes. Mais ils se sont saisis de ce prétexte, comme ils auraient pu en saisir un autre, pour montrer ce qu'est la réalité de leurs intentions. Et celle-ci est belliqueuse. C'est-à-dire que, alors que, avec la rencontre entre Zelensky et Trump, avec ces progrès dans le plan de paix, avec le soutien unanime des Européens à l'Ukraine, on avait le sentiment que les Russes allaient être contraints à lâcher du lest, à faire des concessions. En fait, ils envoient un message en disant « il y a eu cette attaque, ça changera notre position dans la discussion et ça ne restera pas impuni ». Sous-entendu, la guerre continue. L'art de la surprise, hein. Et les Ukrainiens et les Russes. Rappelez-vous, les Ukrainiens avec le drone sur le Kremlin, les Ukrainiens avec ce qui s'était passé sur le pont de Kerch. Et les Ukrainiens et les Russes sont des gens qui savent surprendre. Oui. Et c'est une technique assez évidente. Il y avait ces convergences qui étaient finalement inattendues. On arrivait à quelque chose. Donald Trump disait on est presque arrivé au bout. Il y avait ces convergences entre les Ukrainiens, les Européens, les États-Unis. Il était revenu en arrière sur ses premières propositions, 28 points, il en restait plus que 20. Ça devenait jouable. Quelque chose était en train de bouger. Du côté de Poutine, on ne pouvait pas dire je refuse le plan. Ça aurait été quand même déchaîner l'ire de Donald Trump et toute la politique, aussi bien à Kiev qu'à Moscou, et d'essayer de le ménager. Donc, c'était inventer un prétexte qui permette de justifier le fait que l'on refuse le plan de paix. Et Yuri Oshalov, le conseiller diplomatique de Poutine, le dit clairement, voilà, il y a un certain nombre de points sur lesquels on est arrivé à des accords qui maintenant vont être remis en question. Sylvie Berman, on voit cette résidence de Vladimir Poutine, une des résidences. Alors vous étiez au Kremlin, vous avez rencontré... De Valdaï, oui. Et alors, quand on regarde les images extérieures, les images intérieures, voilà, c'est une des résidences, dit-on, préférées de Poutine. Pourquoi ? Oui, tout à fait. C'est en fait, c'est aussi la campagne autour de Novgorod. C'est assez beau. C'est à Valdaï, j'imagine. Moi, je suis jamais allée à ces réunions que se tiennent aussi ces réunions annuelles avec le monde occidental où il fait de grandes interventions. Et voilà, il déteste le Kremlin, donc il n'y réside pratiquement jamais. Donc ce qu'il aime, c'est Sotchi, effectivement Valdaï. Et sinon, quand il est à Moscou, il est à Novo-Garyevo. Et toutes les résidences de Poutine ont été hyper protégées. Il y a une bulle de protection au-dessus. Et que ce soit vrai ou faux, encore une fois, on comprend bien que tout est fait pour que ce soit important, pour que les Russes puissent dire en tout cas, c'est un événement important.
Oui, alors sur l'opération elle-même, que les Ukrainiens veuillent éventuellement frapper une des résidences de Vladimir Poutine pour le symbole, c'est possible. En l'occurrence, tous les comptes rendus russes de la journée ne correspondent pas du tout. Le ministère de la Défense, quand il fait son bilan de la journée, ou même le gouverneur de la province, dit pas du tout la même chose que Lavrov. Il dit notamment qu'il n'y a pas eu forcément d'attaque. Mais ce que dit, en revanche, l'idée que les Ukrainiens veuillent tuer Vladimir Poutine comme ça, c'est absurde. C'est pas possible. Oui, ils ont dit déjà qu'ils voulaient le tuer, mais comment Oui, alors? Non, mais qui veuille le tuer, c'est possible. Mais en l'occurrence, ça ce n'est pas une tentative de... en admettant que cette attaque ait vraiment eu lieu, ce dont je doute, ce n'est pas du tout c'est pas comme ça que vous allez tuer Vladimir Poutine. Hein, c'est pas possible. Donc ce serait davantage une opération commando, ce genre de choses. Oui, non, mais vous n'allez pas tuer quelqu'un avec des projectiles qui vont mettre 4 heures, quelqu'un de très surveillé, de très gardé, un homme tout simplement qui bouge. Vous n'allez pas le tuer avec des projectiles qui vont mettre 4 heures pour arriver jusqu'à lui. Dont un certain nombre seront interceptés, qui seront repérés, donc il y aura forcément une alerte, et qui manquent de toute façon de charges explosives pour détruire complètement la résidence, pour avoir peut-être une petite chance de le tuer, en admettant qu'il soit dans cette résidence, et donc il faut le savoir avant. Le désordre complet ce soir, des commentaires, des réactions. Quand on ressort cette déclaration de Skibitsky, je crois que c'est le numéro 2 des services ukrainiens, qui disait oui, c'est vrai, Poutine qui coordonne et décide de tout, il disait il est notre cible. Oui. Quelle est la première cible? Il disait Poutine. Donc oui, non, mais ça, ils n'ont jamais fait mystère de ça. Et de la même façon, le président Zelensky lui-même, dans ses vœux de Noël. Voilà, vœux de Noël, il disait c'était quoi la formule en russe? Qu'il crève ou qu'il périsse. C'est entre Alors, quel est le bon mot en russe? Elle dit sdохнет, c'est assez dur comme mot, mais ça veut dire En crève. ukrainien, c'est qu'il crève. Ouais, Il crève, Voilà. ouais. Donc il a dit qu'il crève. Vous avez vu la grâce extrême de notre chef d'édition Aurélien Mel, lui, met qu'il périsse, parce que évidemment, on a le élégant. style élevé ici à LCI, mais enfin, c'est qu'il crève, la traduction très directe. C'est pas la phrase complète. Hein. Non, mais Après- peu importe. Après, il dit, il oui, non, mais savait bien que sûr, le ça message était là. Bien sûr. Après, c'est il dit, vrai. mais non, mais comme notre cœur de chrétien, en ce jour de Noël, Oui, mais bon. on va pas le faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant en Ukraine? Vous êtes avec nous, Guillaume Knack. Merci beaucoup, Guillaume. Vous êtes précisément à Zaporijjia. Quel est le degré d'inquiétude à Kiev qu'il y ait une forme de riposte là imminente? Il est effectivement important. Je pense qu'il est là encore, il est important de noter le degré de rapidité, de célérité avec lequel le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu aux propos de Sergei Lavrov, en démentant évidemment toute tentative ukrainienne de tuer le maître du Kremlin, en disant à la fois que c'était une opportunité pour les Russes de se désengager du processus de paix et de rejeter la faute évidemment sur l'Ukraine, et également de justifier potentiellement de futures frappes sur l'Ukraine, et plus précisément sur la capitale et sur des bâtiments administratifs et gouvernementaux. Alors les sources que nous avons au sein de la défense aérienne ukrainienne pour le moment ne prévoient pas d'attaque de grande envergure, et il faut rappeler aussi que des attaques de représailles prendraient au moins peut-être quelques jours à organiser. Donc ce n'est pas à exclure, mais pour le moment on se prépare à une nuit, en tout cas je l'espère ici à Zaporijjia, relativement calme. Vous êtes toujours avec nous. On vous retrouve plus tard dans l'émission, évidemment, avec les développements de la soirée. Guillaume, Thomas Ernaud, vous êtes écrivain, spécialiste de défense et de relations internationales. Cet effet de surprise, comment est-ce que vous l'interprétez? Bon, je vois l'état final recherché. Il est de saboter les négociations et les 20 points sur lesquels ont négocié Donald Trump et Zelensky. Et si je reprendrais une phrase d'Edouard Bernet, qui est un favori de la propagande, c'est pourquoi et comment. Le pourquoi, c'est le sabotage, donc ça c'est l'état final recherché. Et le comment, c'est la mise en place d'une opération d'influence très bien montée, qui part d'une déclaration de Lavrov jusqu'à Ouchkov. Ensuite, on a Vladimir Poutine, on a un communiqué du Kremlin, et puis on a les fameuses déclarations de Gerasimov qui arrivent derrière. On dénonce l'opération sans en avoir à cette heure les preuves, et Donald Trump, malgré ses renseignements, ne les a pas confirmés. Et ensuite, de la dénonciation de ces 91 drones, on arrive finalement à l'outil qui est le soldat, c'est-à-dire continuer l'initiative, reprendre l'initiative, continuer les attaques, reprendre des villages. Est-ce qu'il y a le risque la guerre. qu'on ne sache jamais? Rappelez-vous, dans l'affaire Nord Stream, on a beaucoup dit ce sont les Russes. Après, les enquêtes allemandes sérieuses ont dit ce sont les Ukrainiens. Et en réalité, encore aujourd'hui, un part de flou, même si c'est sans doute l'hypothèse ukrainienne. D'ailleurs, c'est de bonne guerre de leur part. Mais enfin, on disait le contraire sur les plateaux quelques années avant. Pas tout le monde, Pas tout le mon cher monde, Darius Rochemin. Il y avait des gens qui trouvaient bizarre que les Russes sabotent leur propre gazoduc au moment où ils avaient besoin de faire rentrer des devises. Donc je pense que, non, là pour le coup, c'était la bien-pensance générale qui disait que comme les Ukrainiens menaient une juste guerre, ils ne pouvaient pas faire des coups tordus. Bah si, les coups tordus, ça fait partie de la guerre. Partie de la guerre. Donc, Et c'est même de bonne guerre. oui, c'est ça.
voilà, aujourd'hui la CIA, et c'était déjà le cas sous Biden, donc c'est pas forcément, c'était pas sous ordre de Trump, explique il est quasiment certain que ce sabotage était ukrainien. Donc, mais là, on voyait les bulles qui remontaient à la surface, donc on voyait bien qu'il y avait une réalité. Alors que là, pour l'instant, on n'a pas vu de débris de drones ni de trous dans la résidence. Il n'y a aucune preuve. En termes de renseignements, vous savez, les militaires, on classifie tous les renseignements qu'on reçoit. Donc la source, là, je la classifierais de C ou D. De A, c'est super fiable. D, c'est pas fiable du tout. La source, Lavrov, les autorités. Je peux vous faire la liste des vous voyez mensonges. l'univers comme ça, vous, c'est bien. Alors. Oui, c'est bien. Et après, on classifie la vraisemblance de l'action. 1, ça a été recoupé, il y a des preuves, tout est clair, c'est sûr. 4, c'est absolument débile. Là, c'est possible, l'attaque est peut-être possible, mais je le classifierais de 3, quand même très peu vraisemblable. Donc au bilan, c'est quand même un élément de très faible valeur. Mais en termes de renseignements satellitaires, des drones, ça ne laisse aucune trace ? Des drones détruits, déjà, ça laisse des traces. Hein, on peut au moins les montrer. 91 drones abattus, c'est pareil quand même super. C'est bizarre qu'il n'y ait aucune trace. Oui, non, mais complètement. Même dans les mensonges précédents, je me rappelle quand les Russes avaient dit que les Ukrainiens avaient frappé la prison d'Ovenica. Vous avez eu un incendie qui avait tué leurs propres prisonniers. Ils avaient essayé de montrer quelque chose, un truc comme ça. Quand ils ont dit que les Ukrainiens avaient détruit le barrage de Novakakovka, alors que c'était eux, évidemment, ils ont essayé de montrer quelque chose, mais parfois ils ne montrent pas. Ils disent, voilà, les Ukrainiens ont inventé une bombe sale, nucléaire sale. Bon, on attend toujours qu'ils montrent des éléments. Là, ça paraît un peu improvisé en réalité. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas forcément accordés tous leurs violons. Le ministère de la Défense n'a rien communiqué, ou communique quelque chose qui est complètement différent. Il dit qu'il ne s'est rien passé de particulier, en réalité, le ministère de la Défense. Le gouverneur, pareil. Et donc, on sent un petit peu l'opération faux drapeau monter un peu à la va-vite, peut-être à l'initiative des affaires étrangères, de Lavrov, alors que les militaires n'étaient pas forcément au courant. Vera Grandseva. Effectivement, on sent que c'était plutôt inventé assez rapide pour trouver effectivement un prétexte comment saper les résultats des négociations entre Zelensky et Trump. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a très peu d'éléments de preuve, même ils ne sont pas associés pour trouver quelques même imitations des preuves. Et surtout, en fait, si vous regardez les déclarations des dirigeants des villes autour de la dacha à Valdai. Donc, parce qu'autour, il y a des villes. Et s'il y a les attaques de drones, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les alertes. Les maires locaux, ils alertent la population, il y a les SMS, etc. Il n'y avait rien. À 17h, le dirigeant d'une ville à côté de la dacha de Poutine tenait en fait un discours face à ses habitants en félicitant avec le nouvel an qui s'approche, etc. Donc, aucune alerte, aucune mention qu'il y avait une attaque de drones dans cette région du tout. Donc voilà, on a très très peu de preuves que ça a eu lieu. C'est plutôt, ça ressemble à une solution de dernière minute pour minimum ralentir ou saper définitivement les négociations entre Trump et Zelensky. Quelle sera la riposte de Moscou ? Et encore une fois, qu'il y ait une apparence ou non de vérité. Maintenant, la suite est intéressante et peut-être dramatique. Écoutez ce que dit Lavrov. De telles actions irréfléchies ne resteront pas sans réponse. Les cibles des frappes de représailles et le moment où elles seront menées par les forces armées russes ont été déterminés. Qu'est-ce qu'il peut vouloir dire par là ? Va avoir des réactions, j'allais dire, ça justifie toutes les réactions qu'ils vont vouloir justifier. À partir du moment où ils vont s'attaquer au chef d'État, qui est le représentant de la Fédération de Russie, ils vont pouvoir reprendre leur bombardement sur les infrastructures énergétiques, et puis ils vont pouvoir peut-être... Ça, ils le font déjà. Ils le font déjà, voilà. Non, le risque, c'est aussi à Kiev, parce que sur la résidence présidentielle ou à côté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est peu vraisemblable, mais en même temps, la tactique de propagande des Russes, c'est de lancer quelque chose qui fait que le doute restera toujours. Et on voit bien ce que dit Donald Trump. Il dit, bon, peut-être que c'est pas vrai, mais en tout cas, je suis en colère parce que Poutine me l'a dit lui-même. Voilà. Parce que c'est Poutine qui l'a dit. Alors Zelensky lui a dit le contraire. Au passage. Donc, mais il croit plus Poutine. Et visiblement, il croit plus Poutine. On remarquera qu'il y a très peu de réactions de la part des chefs d'État européens. À l'inverse, souvenez-vous, quand il y avait eu le S-300 qui était tombé en Pologne, on avait eu dans la foulée des réactions avec de multiples informations qui avaient été recroisées pour finalement aboutir au fait que ce n'était pas un missile russe. Là, en l'occurrence, il y a vraiment zéro réaction de la part des chefs d'État européens ou des ministres. L'hypothèse que ce soit un prodrome à une action contre la rue où se trouve le gouvernement à Kiev. Lisons d'abord ce que dit le président Zelensky à ce sujet-là. Cette prétendue attaque contre une résidence est une pure invention
destiné à justifier de nouvelles attaques contre l'Ukraine, notamment Kiev. Les Russes ont déjà ciblé Kiev par le passé, notamment le bâtiment du Conseil des ministres. Rendons-nous au centre de Kiev, voyons l'image. Il y a cette rue qui est devenue célèbre pour ceux qui suivent l'actualité de l'Ukraine. Cette rue Bankova, qui est une rue centrale. Voilà, on voit ici la carte. C'est cette grande rue qui est entièrement fermée, c'est-à-dire il y a partout autour l'armée, la police, etc. qui la boucle, et ce grand bâtiment de style stalinien, je crois que ça date des années 30, qui est là, tout le monde est là, c'est-à-dire le président Zelensky, etc. Les Russes, s'ils le veulent, peuvent-ils frapper là ? Bien sûr. Bien sûr, non, mais ils ont déjà frappé assez précisément avec des missiles balistiques, des Iskander, ils l'ont déjà fait, ils ont frappé déjà des bâtiments officiels, notamment les bâtiments étrangers. Mais là c'est autre chose, là c'est vraiment, le cœur du cœur de l'État. Bien sûr. Ouais. C'est l'équivalent de l'Élysée pour les Français. On peut imaginer que la fine fleur du système de défense antiaérien ukrainien est déployée autour de cet endroit-là. Mais c'est vrai que c'est une question, d'ailleurs, les experts sont divisés entre eux. Certains disent, si les Russes n'ont jamais fait cette tentative de frapper directement Zelensky, c'est parce que ils ne le pouvaient pas. D'autres disent, c'est parce qu'ils n'ont jamais voulu aller dans cette escalade. Et donc, c'est l'une des nombreuses questions qu'il y a ce soir, c'est est-ce que cette annonce des Russes, qui est probablement une invention de leur part, est une forme de blanc-seing qui se délivre à eux-mêmes pour pouvoir, dans le futur, frapper Zelensky. Pour l'instant, on ne sait pas. Tuer ou non le chef d'État étranger dans un contexte de guerre, c'est toujours une question. Vous qui avez suivi Napoléon, votre copain Napoléon, il y avait les Anglais ont hésité. Enfin, il y a eu toutes les questions des complots anglais, vrais ou faux, utilisés par Napoléon. Est-ce qu'on voulait ou non tuer Bonaparte ? Ça a des conséquences. Et en l'occurrence, ça aurait la conséquence peut-être de délégitimer le président Zelensky en tant que chef d'État, chose qu'a déjà essayé de faire Vladimir Poutine à de nombreuses reprises avec tout un récit autour de ce président illégitime, chose qu'avait fait Donald Trump, on s'en souvient, au mois de février, en demandant de nouvelles élections malgré la loi martiale. Ça veut dire quoi, d'après vous ? Chacun des camps hésite à tuer le président de l'autre ? Oui. Non, mais je pense que même en période de guerre, il y a ce type de restreinte. Parce que sinon... il y aurait effectivement des représailles très fortes et celui qui est tué deviendrait un martyr dans son pays, donc il n'y a absolument rien à gagner à ça. Mais je pense que les Russes ont voulu éliminer, en tout cas Zelensky, le jour de l'attaque, ça c'était clair, ils avaient envoyé les forces spéciales. À partir du moment où Zelensky a résisté, est devenu un héros national et international, je crois que ce n'était plus possible. Il faut savoir que néanmoins, les Alliés s'étaient posé la question pendant la Seconde Guerre mondiale par rapport à Hitler. Il y a eu une hésitation, oui, tuer ou non Hitler. L'hésitation a existé, y compris chez Churchill. Mais on était dans des guerres totales, je pense que le rapport est un peu différent. Et il faut surtout voir que si Vladimir Poutine venait à être éliminé, on aurait derrière une déstabilisation de la société russe, on aurait une réaction en chaîne avec la Chine, qui n'accepterait certainement pas cette situation-là. Et il y aurait toute une déstabilisation, une nouvelle lutte entre les oligarques, etc., etc. Donc je ne crois pas du tout à une opération, en tout cas validée par le président ukrainien. Sur la capacité, sur la faisabilité, j'aimerais votre avis, Colonel. Quand Guillaume Enquête dit cette rue Bankova à Kiev, on ne sait pas très bien s'ils peuvent ou non la détruire, les Russes, s'ils le veulent et s'ils le peuvent. S'ils le veulent, ils vont concentrer tous leurs efforts là-dessus. Ils vont bombarder les missiles balistiques, les Iskander, les KN-3, etc. C'est très difficile à intercepter et c'est puissant et c'est précis. Et donc, s'ils concentrent toute leur production, leurs dizaines de missiles qu'ils produisent chaque mois sur cet objectif, ça finira par passer, ça finira par le détruire. Alors après, c'est pas parce que vous détruisez les bâtiments que vous allez détruire aussi le gouvernement, que vous allez tuer les gens. Probablement pas, d'ailleurs. Mais pardon, ça vaut par exemple pour l'Élysée. Est-ce que l'Élysée est entièrement couvert, prémuni contre toute attaque, ou est-ce que, comme là, il y a une marge d'incertitude ? Mais devant une pluie de missiles et Iskander, l'Élysée sera détruite. En plus, d'où l'importance du quartier général de Jupiter en sous-sol. Jupiter, oui. Parce que même s'il y a quelques personnes qui ne l'aiment pas, Emmanuel Macron est quand même relativement moins menacé, en tout cas à court terme, que Volodymyr Zelensky, par ses voisins immédiats. Vera Grantseva, vous suivez bien ce qui se passe en Russie. D'après vous, quel est l'acte de propagande, puisqu'on a entendu ici Lavrov, mais enfin, au-delà de ça, est-ce qu'ils vont en faire quelque chose ou est-ce que c'est du bruit qu'ils utilisent comme une forme de moyen de pression ?
Effectivement, j'ai vu déjà des premières réactions après Lavrov et après Maria Zakharova, la porte-parole du Kremlin, et ça a l'air de partir quand même dans le sens que maintenant tout est autorisé. Même si, bon, on est bien d'accord que depuis 2022, le Kremlin bombarde l'Ukraine sans discrimination, tue des gens, mais aujourd'hui, il y a le sentiment qu'ils essaient de promouvoir un peu l'idée que maintenant, toute l'action, effectivement, visait le quartier présidentiel, visait Zelensky directement, bombarder davantage, priver l'Ukraine de l'énergie pour qu'elle se sont gelés pendant l'hiver. Je sens que ça monte en degré quand même la propagande et ça, il y a une tentative de vendre à la société russe que maintenant il y a une cape qui est franchie et que maintenant l'État russe doit faire encore davantage. Donc peut-être ils vont chercher de passer à un autre niveau de violence contre l'Ukraine qui sera maintenant justifié dans leurs yeux à cause de cette attaque présumée qui est apparemment. Vous avez entendu tout à l'heure Trump qui prend en quelque sorte le parti de Poutine puisqu'il dit, il m'a dit ça, en tout cas moi je suis très fâché contre les Ukrainiens. La réaction de Zelensky, quelle sera-t-elle? En tout cas ces dernières heures on voit à quel point il s'accroche. Regardez bien la séquence qui suit, elle a beaucoup été remarquée sur les réseaux, mais quand on zoome sur le visage de Zelensky elle est saisissante. Zelensky a fait le choix d'avaler un certain nombre de couleuvres avec Trump. Il se dit il vaut mieux sourire et laisser passer. Et il y a ce moment incroyable où Trump dit finalement, ça vous paraît peut-être curieux à entendre, mais la Russie, elle cherche à faire du bien à l'Ukraine. Évidemment, les circonstances présentes, c'est un peu étonnant. Regardez bien le visage de Zelensky pendant ce temps. Les Russes vont aider. La Russie veut que l'Ukraine ait du succès, même si ça paraît un peu bizarre de dire cela aujourd'hui. Le président Poutine a été très généreux dans ses sentiments envers l'Ukraine, y compris concernant l'appui en soutien énergétique, en énergie et en gaz, avec un prix pour l'Ukraine très avantageux. Voilà, restons bien sur l'image. Ça pourrait être un exercice acteur studio, hein, c'est-à-dire, alors il est comédien, mais d'ailleurs c'est pas que le comédien, c'est la personnalité qui apparaît là. Hein. Il est fort parce que... C'est là où on voit le scénariste américain qui est persuadé toujours de ce qu'il dit, que ce soit la veille, il va être en faveur d'un Zelensky proche d'un accord à 95%, et puis le lendemain, il va avoir le même ton pour dire que finalement, il a eu Poutine au téléphone, qu'il n'est pas certain qu'il y a eu une attaque de drone, mais oui, c'est assez hilarant. Qu'est-ce que ça dit sur la relation entre les deux hommes? Mais oui, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça montre le côté un petit peu dubitatif de Zelensky face aux déclarations de Trump, mais en même temps, il n'ouvrira pas la bouche. Et donc, en fait, il sait, c'est là où Zelensky est à la fois, effectivement, un homme de médias, un artiste, un ancien acteur, animateur de télévision, donc, qui maîtrise parfaitement la communication non verbale. Il sait qu'il y a une caméra qui est sur lui et que il peut doser sa réaction, mais il va pas y avoir de réponse directe à Donald Trump. On imagine Emmanuel Macron dans la même situation, il aurait pris le bras de Trump en disant « Non, Donald, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai, voilà pourquoi ». Et Zelensky, il a un couloir qui est très étroit et il s'y tient avec une maîtrise de la situation qui est assez impressionnante. L'arme de l'humour, hein, chez l'un et chez l'autre. Il y a eu ces scènes incroyables où Trump dit « Ah, vos gaillards, ils mangent beaucoup. Hein. » Sous-entendu, Umerov, qui est un peu costaud. Pardon, Michel. Et aussi... non, Quel rapport? Je plaisante. Ça se fait une balle perdue. Ouais, non, mais j'essayais de le réveiller parce qu'il a... Je disais rien, j'écoutais. Là, et évidemment, l'humour aussi de Zelensky qui joue avec ça. L'expression est fantastique. Oui, mais tout ça, c'est le discours surréaliste de Trump qui me désole en fait dans tout ça et ses réactions encore récentes. On voit la fiabilité qu'on peut accorder à cet individu. Imaginons que maintenant il y a une crise plus tard, voilà, dans 1 an, dans 2 ans, il y a une crise, quelque chose qui se passe du côté des pays baltes. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis on va voir Trump qui dit ah ben non, mais Poutine m'a appelé en me disant mais non, ils sont pour rien, c'est une affaire intérieure. Donc voilà, donc je m'en mêle pas. Donc c'est quand même... Mais est-ce que c'est en même temps du second degré? Parce que Zelensky aussi manie ce second degré. Évidemment, il sait très bien que c'est faux. Et Trump sait bien que c'est faux aussi. Donc en réalité, les deux sont dans du second degré. Moi, je ne suis pas sûr que Trump pense réellement que c'est faux. Trump vit aussi dans un monde... Alors je sais pas, peut-être qu'il parlait d'avant-guerre en fait, qu'il parlait du long terme, de l'histoire. Non mais d'avant la guerre, entre le rapport la Russie, l'Ukraine, pour fourniture de gaz, etc. Terrible de Poutine en juin, vous dit les Russes et les Ukrainiens sont seuls les mêmes peuples, l'Ukraine n'existe pas et c'est pour ça que nous prendrons toute l'Ukraine, qui donne et qui résume la stratégie de Poutine en la matière. Manifestement, Trump n'a toujours pas
intégré cette idée-là comme il n'a pas intégré que Poutine ne veut pas la paix. Et Non, c'est mais- quand même ça que ça montre. En même temps, ce que Trump a dû acheter dans ce que Poutine lui disait, c'est oui, on n'a rien contre le peuple ukrainien et on est tout à fait. On veut se réconcilier après, voilà. etc. Mais Donc, enfin, sous mon autorité à moi. Il a pu dire ça, effectivement, mais bon, Trump l'a pris au premier degré. Mais un gauchiste vous dirait que ceci est un narratif colonial assez classique de la part de Vladimir Poutine. C'est-à-dire de dire on vous envahit, mais c'est pour votre bien, parce qu'on va vous mettre des infrastructures. C'est ce que la France a dit à une moitié du monde pendant des décennies. Exactement. On va construire des écoles, on va installer des hôpitaux, et il y a ce côté un peu protecteur entre guillemets de Poutine qu'on imagine assez facilement, et comme en plus il y a du business derrière et pourquoi pas des opportunités pour des investisseurs américains, eh bien Trump il achète ce narratif. Cela étant, au-delà de ça, est-ce que Trump peut offrir des choses? Parce que ça, c'est la partie, si on veut, de l'habillage, verbal. C'est très intéressant d'écouter Zelensky qui a l'air de dire qu'il attend quand même de la part de Trump des choses, et il entre vraiment dans le détail en disant les garanties de sécurité américaines, il compte sur elles. La loi martiale prendra fin lorsque l'Ukraine disposera de garanties de sécurité, incluant la surveillance et la présence de partenaires. J'ai dit à Trump que nous sommes déjà en guerre depuis près de 15 ans. Par conséquent, je souhaiterais vraiment que les garanties soient plus longues. Je lui ai dit que nous souhaitions sérieusement envisager une durée de 30, 40 ou même 50 ans. Ce serait alors une décision historique de la part de Trump. Le président a déclaré qu'il y réfléchirait. Voilà. Il se passe quand même quelque chose où Zelensky attend, et visiblement de façon assez positive, ce que Trump est en train de lui Non, donner. mais absolument, mais qui d'autre peut offrir ça? Et d'ailleurs, il le dit. Il a dit on ne peut pas trouver d'alternative aux États-Unis, on a besoin des États-Unis. Et là, Trump a quand même évolué, parce qu'il y a quelques mois, il avait dit qu'il était hors de question qu'il y ait un soutien américain aux Européens. Et maintenant, non seulement il est prêt à en discuter, mais il est prêt également à demander l'accord du Sénat sur l'aide qui peut être apportée, même si ça reste encore assez flou. Mais oui, il a bougé là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la confrontation complète des volontés et des objectifs de chaque État. La Russie n'a pas du tout l'intérêt d'arrêter la guerre et continue à prendre l'initiative sur différents territoires. Ils ont évoqué notamment l'oblast de Donetsk et puis celui de Zaporizhzhia aujourd'hui. Donald Trump, lui, il est entre deux fleuves. D'un côté, il veut pas choquer Vladimir Poutine parce qu'il négocie aussi sur des enjeux spatiaux. Il y a les enjeux autour de l'Arctique, du détroit de Bering et de la mer de Bering. Et à l'inverse, il y a du business aussi à faire en Ukraine. Si la guerre continue, le complexe militaro-industriel vendra de l'armement, et notamment à travers le prêt de 90 milliards d'euros qui a été validé par l'Union européenne. Et si la guerre s'arrête, il y aura la paix minérale, il y aura les accords autour des minerais, il y aura l'arrivée des différentes entreprises. Je sais qu'il y a des enjeux autour du combustible avec Westinghouse, on parle souvent de BlackRock, etc. etc. Et c'est là qu'on voit qu'il y a différents enjeux et surtout différentes volontés politiques. Michel. Oui, l'intérêt de toutes ces discussions, en réalité, c'est que ça a au moins forcé les deux parties à décrire à peu près clairement quels étaient leur état final recherché. Voilà, donc on a à peu près une idée de ce que veulent les Ukrainiens, de ce que veulent les Russes, en l'état actuel des choses, en l'état actuel des rapports de force. Mais le problème, c'est que ces deux visions, en fait, sont totalement incompatibles. Et il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est soit on pousse l'une à être comme celle de l'autre, être compatible avec l'autre, soit on attend que les événements, que la situation change elle-même et que l'un des deux camps soit obligé de faire quelque chose. Mais ce processus de navette ou d'intermédiaire de Donald Trump, pour l'instant, il peut aboutir à rien tel qu'il est conçu. Et ce qu'attend Zelensky aussi, c'est que Vladimir Poutine fasse pression sur la Russie, ce qu'il se refuse véritablement à faire.